Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, on va examiner en détail pourquoi Donald Trump a lancé l'assaut contre l'Iran et vous allez très vite comprendre que toutes ces infos, c'est pas la propagande de France Télévisions qui va vous les donner. Ils vous diront c'est la faute du dangereux dictateur Donald Trump alors que la réalité est vraiment tout autre. Il est en guerre, ça c'est clair, c'est sûr, mais il est en guerre contre l'État profond et on va voir ensemble pourquoi l'Iran fait partie de cet énorme échiquier, de cette mafia mondiale. Je vous ai traduit une vidéo de Barbara Boyd, une excellente analyse politique de Promethean Action que je vais vous commenter. Regardez bien jusqu'au bout, elle donne clairement toutes les clés pour pouvoir comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle en Iran. Voici ce que je vais aborder aujourd'hui. Tout d'abord, ce qu'est réellement cette frappe et pourquoi J.D. Vance nous a dit il y a 2 jours qu'elle ne deviendrait pas une autre guerre sans fin. Deuxièmement, l'opération britannique menée depuis 118 ans en Iran que le New York Times ne vous expliquera jamais. Et troisièmement, pourquoi cette frappe est la dernière étape de la stratégie de paix de Trump et ce que cela signifie pour l'empire financier britannique. Commençons par ce qui s'est réellement passé. Le président a annoncé un discours de 8 minutes tôt ce matin pour annoncer ce que le ministère de la Guerre appelle l'opération Epic Fury. Il a clairement énoncé les objectifs. Il y a peu, l'armée américaine a lancé une opération militaire de grande envergure en Iran. Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes du régime iranien. Un groupe vicieux composé de personnes très dures et terribles. Il a énuméré les crimes commis par le régime au cours des 47 dernières années, depuis la crise des otages jusqu'à l'attentat contre la caserne des Marines et les attentats du 7 octobre. Il a souligné que l'Iran avait rejeté toutes les occasions de renoncer à ses ambitions nucléaires. Puis il s'est adressé au peuple iranien en ces termes. Lorsque nous aurons terminé, reprenez le contrôle de votre gouvernement et il vous appartiendra. Ce sera probablement votre seule chance pour des générations. Maintenant, écoutez attentivement. Il n'a pas dit les États-Unis vont installer un nouveau gouvernement. Il a dit qu'ils pouvaient se l'approprier. C'est une déclaration fondamentalement différente de tout ce que George W. Bush a dit à propos de l'Irak. Bush a démantelé tout l'État irakien, licencié la police, les généraux, tout le monde. Et comme Trump lui-même l'a dit il y a quelques semaines à propos du Venezuela, eh bien, si vous vous souvenez d'un endroit appelé Irak où tout le monde a été licencié, absolument tout le monde, la police, les généraux, tout le monde a été licencié et ils ont fini par devenir Daesh. Au lieu de se mettre au travail, ils ont fini par devenir Daesh. Je m'en souviens donc. Trump connaît le scénario de l'Irak. Il l'a rejeté au Venezuela où il a capturé Maduro mais a laissé le gouvernement intact et a immédiatement commencé à traiter avec le vice-président de Maduro. Et il nous a dit qu'il le rejette ici. Mais ne me croyez pas sur parole. Vendredi matin, le vice-président J.D. Vance s'est rendu au Washington Post, le journal de l'establishment, et a déclaré ceci. L'idée que nous allons être engagés dans une guerre au Moyen-Orient pendant des années, il n'y a aucune chance que cela arrive. Avez-vous compris? Aucune chance. Et Vance n'est pas un analyste en chambre. C'est un marine qui a servi en Irak. Il a bâti sa carrière en s'opposant aux guerres étrangères. Et il a dit qu'il n'y avait aucune chance que cela en devienne une. Et il a déclaré au Poste que les frappes seraient ciblées et meurtrières visant à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire et non à occuper un pays de 90 millions d'habitants. Aujourd'hui, le comité de rédaction du New York Times a fait preuve d'une extraordinaire contorsion. Il a dénoncé la guerre comme étant l'acte d'un fou, mais a ensuite admis dans son propre éditorial que l'Iran représente, et je cite, une menace distincte car elle combine une idéologie meurtrière avec des ambitions nucléaires. Ils reconnaissent même que les présidents américains des 2 parties se sont engagés à juste titre à empêcher Téhéran de se doter de la bombe. Alors, qu'en est-il? Trump est-il un fou ou fait-il ce que tous les présidents ont déclaré nécessaire? Le Times n'arrive pas à se décider car la vérité ne correspond pas à son discours. Et oui, clairement, chercher les vraies informations dans le Times, c'est comme croire que Léa Salamé est une journaliste. Ça n'a pas de sens. On est clairement d'accord. Et attention maintenant, roulement de tambour, on va rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse vraiment tous. Regardez.
Pour comprendre ce que Trump vient de faire, vous devez comprendre ce qu'est réellement l'Iran dans la structure du pouvoir mondial. Et cette histoire commence en 1908. Cette année-là, un spéculateur britannique nommé William Knox D'Arcy a découvert du pétrole dans le sud-ouest de la Perse. Il avait acheté les droits d'extraction exclusifs au Shah de Perse pour une bouchée de pain, soit seulement 16% des bénéfices, et aucun Iranien n'était autorisé à vérifier les comptes. C'est à partir de cette seule concession que la Anglo-Persian Oil Company a vu le jour. Elle est ensuite devenue la Anglo-Iranian Oil Company. Aujourd'hui, vous la connaissez sous le nom de British Petroleum, BP. Winston Churchill, alors premier lord de l'amirauté, la qualifia de trésor issu d'un monde féerique dépassant nos rêves les plus fous. Et il l'a trouvé. Le gouvernement britannique a acheté une participation majoritaire de 51% en 1914. La Royal Navy fonctionnait grâce au pétrole iranien. Tout le niveau de vie de la Grande-Bretagne dans la première moitié du XXe siècle était subventionné par les richesses extraites d'Iran. En 1950, Abadan était devenue la plus grande raffinerie du monde. La compagnie pétrolière anglo-iranienne contrôlait tout le pétrole en Iran, tandis que les travailleurs iraniens vivaient dans des bidonvilles sans eau courante. Réfléchissez-y. Le même empire que les gens considèrent comme un vestige historique pittoresque était littéralement alimenté par le pétrole iranien et les Iraniens n'en retiraient pratiquement aucun bénéfice. Alors quand les nationalistes iraniens se sont finalement soulevés et ont élu Mohamed Mossadegh comme Premier ministre en 1951, un homme qui a nationalisé la compagnie pétrolière pour son propre peuple, que s'est-il passé? Les Britanniques et la CIA l'ont renversé en 1953. Ils ont appelé cela l'opération Ajax. Ils ont installé le Shah comme leur marionnette. Et qui ont-ils utilisé sur le terrain pour créer le chaos nécessaire au coup d'État? Les frères musulmans, la même organisation que Trump a désignée comme terroriste il y a quelques semaines à peine. McCurtis documente comment les Britanniques et la CIA ont payé l'ayatollah Kashani, qui était le mentor de Khomeini, pour les violences de rue pendant le soulèvement. C'est là que cela devient vraiment intéressant. Quand le Shah a cessé d'être utile, que s'est-il passé? Les Britanniques et les Américains ont accepté la révolution de Khomeini en 1979. Alors bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'au départ, William Knox D'Arcy avait signé avec le Shah d'Iran l'autorisation d'exploiter une concession pétrolière sur 120 millions d'hectares pour une redevance de 16% au Shah d'Iran et de 84% à son entreprise et à tous ses actionnaires qui allaient ensuite devenir BP, British Petroleum. Autant vous dire qu'ils se sont clairement gavés de pognon par milliards sur les richesses de l'Iran. Ensuite, en 1951, le nationaliste Mossadegh fut élu et a repris 100% des droits du pétrole iranien. Il a également viré les Anglais. Les Anglais ont essayé brièvement d'attaquer l'Iran, mais après la Seconde Guerre mondiale, ils étaient trop faibles financièrement pour se permettre une guerre contre l'Iran. Alors ils ont organisé un coup d'État avec le MI6 et la CIA pour pouvoir renverser Mossadegh. Ils avaient entre autres acheté des journalistes, des politiciens, des milices pour pouvoir faire croire au peuple que Mohammad Mossadegh était communiste. Après le renversement de Mossadegh du 19 août 1953, il fut arrêté et jugé pour trahison. Et donc une marionnette de l'État profond fut mise en place avec le Shah Mohammad Reza Pahlavi qui signa un contrat 50-50 entre l'Iran et un consortium de compagnies pétrolières internationales. Et oui, les Anglais furent obligés de partager le gâteau iranien avec tous les pays qui l'avaient aidé à faire le coup d'État. Donc 40% sont allés aux États-Unis, 40% sont restés dans l'Empire britannique, 14% furent pour la Hollande et 6% pour la France avec une entreprise qui allait devenir un peu plus tard Total. Bref, le pétrole iranien a rapporté énormément de richesses au monde entier, sauf bien sûr aux Iraniens. Et donc ce nouveau contrat était un nouveau contrat de 25 ans qui s'arrêtait en 1979, l'année de la révolution de Khomeini. Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre, en effet, écoutez. Une marionnette en a remplacé une autre. L'idéologie des frères musulmans est devenue le fondement de l'État théocratique de Khomeini, son système de croyance. Et le système archaïque de guerre constante entre Israël, les États arabes et l'Iran a été profitable à la City de Londres à chaque fois qu'il s'est manifesté. La City de Londres fixe les prix mondiaux du pétrole. Elle assure pratiquement tous les transports de pétrole. Elle gère la richesse souveraine de ses anciennes colonies du Moyen-Orient. Et comme nous l'avons largement documenté, elle fonctionne comme la première machine à blanchir l'argent pour les mafias du trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains qui prospèrent grâce au chaos régional. C'est ainsi que fonctionne le système. Les mollahs ne sont pas un pouvoir indépendant. Ils sont les détenteurs actuels d'une franchise d'une opération financière britannique qui contrôle l'Iran depuis 118 ans. Mais les guerres entre Israël et les États arabes, entre sunnites et chiites, entre toutes les parties au Moyen-Orient,
sont des conflits gérés, conçus pour maintenir l'instabilité dans la région afin que l'architecture financière reste en place. Et oui, donc avec sa nouvelle marionnette comédie, l'Iran finance entre autres le Hezbollah, le Hamas, les Houthis au Yémen, tout ça avec leurs pseudo-gardiens de la révolution qui fournissent argent liquide, armes, entraînement et soutien logistique à tous ces groupes terroristes qui peuvent déstabiliser à n'importe quel moment n'importe quel pays riche en pétrole au Moyen-Orient. Vous comprenez maintenant le tableau. Les richesses d'Iran servent donc à financer tous les terroristes utilisés par l'État profond pour pouvoir renverser des présidents qui pourraient éventuellement déranger les intérêts de l'État profond. Et donc maintenant, roulement de tambour à nouveau, la question que tout le monde se pose, c'est maintenant. Voici donc la question que personne dans les médias ne pose. Pourquoi maintenant? Pas seulement à cause du programme nucléaire, pas seulement à cause des missiles. La vraie réponse est que Donald Trump a passé l'année dernière à démanteler systématiquement l'architecture financière britannique au Moyen-Orient. Et les mollahs étaient le dernier obstacle. Regardez ce qu'il a déjà accompli. Depuis que Trump a pris ses fonctions pour la deuxième fois, il a obtenu plus de 2000 milliards de dollars d'investissements financés par les fonds souverains du Golfe, de l'argent qui était auparavant déposé dans les banques de la City de Londres. Cet argent est désormais consacré à l'industrie manufacturière, à l'énergie et aux infrastructures d'intelligence artificielle américaines. Il a réuni le monde arabe et Israël au sein de son conseil de paix, mettant fin au carnage à Gaza et entamant sa reconstruction. Le président du Kazakhstan l'a parfaitement résumé en qualifiant la stratégie de Trump de paix par la construction. En d'autres termes, la paix par le développement économique. Le Conseil de paix devrait réagir directement aux nouvelles réalités en renforçant les efforts multilatéraux existants. Le monde n'a jamais connu une telle initiative. C'est absolument sans précédent car en substance, la paix par la construction est un concept ou un projet très novateur. Trump a désigné les Frères musulmans comme une organisation terroriste coupant ainsi l'infrastructure que les Britanniques ont utilisée pour manipuler la région pendant près d'un siècle. Il a fait venir El-Sisi, l'homme qui a vaincu les Frères musulmans en Égypte, à la table des négociations en tant que partenaire central. Il travaille avec la Turquie et le Qatar, des pays que Netanyahou ne souhaite pas voir impliqués car ce n'est pas le plan de Netanyahou, mais celui de Trump. Et pensez à ce qu'a dit Scott Besson, notre secrétaire au Trésor au début du mois de janvier, à savoir que 50% de son travail concerne la sécurité nationale. C'est parce que la véritable guerre n'est pas cinétique, elle est financière. Il s'agit de briser le contrôle de la ville de Londres sur les flux financiers au Moyen-Orient. La seule chose qui faisait obstacle à toute cette nouvelle architecture était le régime iranien qui continuait à chercher à se doter de l'arme nucléaire, à promettre de détruire Israël et les États-Unis, à développer la capacité balistique nécessaire pour y parvenir et à financer des mandataires du Liban au Yémen pour faire la guerre. On ne peut pas construire un conseil de paix alors que les mollahs s'arment pour la guerre. Vous ne pouvez pas rediriger 2000 milliards de dollars d'investissement dans le Golfe alors que l'Iran menace de fermer le détroit d'Ormuz. Vous ne pouvez pas reconstruire Gaza alors que les mandataires iraniens se réarment. C'est pourquoi cela s'est produit, non pas parce que Trump est un belliciste, mais parce que les mollahs étaient la dernière pièce sur l'échiquier britannique et qu'ils ont refusé de le quitter volontairement. Ils ont rejeté tous les accords. Et comme Trump l'a dit dans son discours ce matin, nous avons cherché à plusieurs reprises à conclure un accord. Nous avons essayé. Il voulait le faire, il ne voulait pas le faire. Encore une fois, il voulait le faire, il ne voulait pas le faire, il ne savait pas ce qui se passait, il voulait juste pratiquer le mal. Mais l'Iran a refusé comme il le fait depuis des décennies et des décennies. Ils ont rejeté toutes les occasions de renoncer à leurs ambitions nucléaires et nous ne pouvons plus le tolérer. Voici donc l'essentiel, nous en sommes aux prémices de ce conflit, la situation évolue rapidement. L'Iran a déjà lancé des frappes de représailles contre le Golfe visant des intérêts américains au Qatar, à Bahreïn, au Koweït et aux Émirats arabes unis. La situation est grave et dangereuse, mais je vais vous dire ce que je sais après avoir observé ces guerres pendant 50 ans. Ce n'est pas l'Irak. Trump ne démantèle pas l'État pour installer de nouvelles marionnettes. Il supprime le dernier obstacle à l'architecture de paix qu'il construit depuis plus d'un an. Et le vice-président Vance, ancien marine et opposant le plus virulent aux guerres sans fin au sein de l'administration, nous a dit qu'il n'y avait aucune chance que cela devienne une guerre sans fin.
Les démocrates et leurs amis à Londres tenteront d'exploiter cela lors des élections de mi-mandat. Ils réclameront à grands cris un changement de régime. Ils invoqueront l'Irak. Ils traiteront Trump de fou. Et ils ne vous parleront jamais des 118 années de contrôle financier britannique sur l'Iran qui ont rendu ce moment inévitable. Alors je sais que cette vidéo va faire grand débat dans les commentaires, alors s'il vous plaît, restez courtois les amis, je voudrais juste que vous remarquiez ce que fait l'Iran actuellement. Il vise aussi des civils dans des aéroports de plusieurs pays du Golfe, notamment à Dubaï et à Abu Dhabi. Ils ont aussi visé des hôtels et des immeubles d'habitation. D'après vous, qui en général vise les civils? Est-ce que c'est l'Ukraine ou la Russie qui vise des civils? Souvenons-nous juste d'un truc, l'État profond n'a absolument ni foi ni loi, c'est le mal absolu, donc pensez-y bien les amis. Et je voulais rajouter, sans transition, un tout autre sujet. Les États-Unis sont en train de ramener une énorme flotte militaire en mer Méditerranée proche de l'Europe et d'Israël en pleine période de révélation Epstein. Est-ce que vous la voyez venir, la tempête en Europe? Est-ce que vous vous souvenez de quelqu'un qui nous parlait d'une vague d'arrestations massives dans le monde entier? Et d'après vous, où sont les grosses familles de l'État profond? Je vous laisse me répondre dans les commentaires ci-dessous, bien évidemment. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis. Ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et je vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.